un livre de poésie. Avec Alexis Wawan-Alouat et Robert Blondin. Notre prochain chroniqueur, ça va être Éric Pouliot-Tinsdale. Il va nous parler de la création des réserves entre 1851 et 1920 au Québec. Ils ont été créés à partir de 1851, les premiers cadastres de mesures et de lois normalisant les terres de la couronne léguées pour les Autochtones au Québec en 1851. Puis les réserves ont été finalement complètement périmétrées de 1851 à 1853 au Québec. C'est pas mal des premières qui ont été à partir des premières tentatives du gouvernement du ministère des Terres de la Couronne. En 1851, avait élaboré les mesures des périmètres des établissements au Bas-Canada en léguant 230 000 acres pour dédier à la création des réserves dans le Bas-Canada pour organiser et répartir les populations dans des zones respectives. Idéalement, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? C'était sédentariser les gens pour développer l'agriculture, étant donné qu'il y a l'historique de, avant la création des réserves, les relations avec les Autochtones au départ. Autrefois, c'était avec le roi de France que l'entente était, surtout avec les missions qui étaient dans la vallée du Saint-Laurent, qui s'appelaient les Sept Nations, principalement. Donc, on sait qu'il y avait les Mohawks de Akwesasne, Kanesatake, Kanawake et les Abénaquis d'Odanak de Bécancour, et puis les Hurons de Lorette, qui étaient les missions principales de la vallée du Saint-Laurent. Et puis, quand les Anglais sont venus à la prise de Québec en 1760, les Sept Nations et les alliés algonquins, Inuits, et Cris et tous les autres qui étaient plus dans le nord de la vallée du Saint-Laurent, tout le monde s'est associé avec la couronne britannique, en partie aussi parce que personne n'avait vraiment le choix. C'était comme ça que ça se passait. Donc, suite à cette nouvelle alliance-là, disons, avec les Britanniques, les nations des missions de la vallée du Saint-Laurent avec les alliés algonquiens, Cris et Atikamekw, et Micmac aussi, ils ont participé à la défense de la couronne britannique pour le Haut et le Bas-Canada, soit la guerre de 1812, la guerre de 1763 aux alentours des Grands Lacs avec les Américains. Puis la dernière participation vraiment dans laquelle les guerriers autochtones ont participé avec la couronne britannique, c'était la rébellion des Patriotes. Puis d'ailleurs, il y a Mathieu Sosoyan qui a fait une thèse qui est publique à cet effet, qui est excellente, qui mérite d'être observée sur Google, ça se trouve facilement. À chaque année, la couronne britannique offrait des cadeaux à toutes les familles autochtones. Et puis ça commençait à être un fardeau pour l'État de faire ces donations-là. Donc, en 1851, ils ont organisé la division de 230 000 acres de terre de la couronne, à diviser entre les nations, par le commissaire des terres de la couronne d'époque, qui s'appelait John Rolfe, la création des réserves. L'idée, c'était que c'était plus rentable de payer les familles qui avaient participé aux milices britanniques associées avec la couronne. Donc maintenant, c'était de promouvoir l'agriculture pour créer une rentabilité chez les Autochtones puis de sédentariser tout le monde. Il y avait aussi des pressions, disons les Sulpiciens à Deux-Montagnes qui avaient commencé à faire beaucoup de pression parce que les gens commençaient à revendiquer que finalement, c'était pas aux Sulpiciens que ça appartenait aux Deux-Montagnes, mais ça appartenait bien aux Mohawks. Puis les Algonquins qui venaient 2 mois par année dans leur nomadisme, disons, de l'Abitibi du Témiscamingue jusqu'au nord de Montréal. Ils arrêtaient 2 mois par année, donc ils avaient des campements à Deux-Montagnes, à la mission des Deux-Montagnes, Kanesatake à l'époque. Ils se sont fait léguer les territoires dans le Témiscamingue entre le Québec et puis l'Ontario. Et puis, ça s'appelait autrefois le territoire de Nédélec, qui est un territoire désorganisé entre le Québec et l'Ontario, qui a été divisé en 1921 entre le Témiscamingue puis l'Abitibi du côté du Québec. Il y a une partie des Mohawks aussi qui sont partis créer une communauté dans l'Ontario. Mais c'est un des plus grands néants juridiques qui s'est passé du côté de la création des réserves. C'est vraiment à Kanesatake, parce que c'est la seule terre de la couronne qui a été léguée, donnée par le roi à un ordre religieux, les Sulpiciens. Donc, étant donné qu'il n'y avait pas de terrain de chasse
dans l'émission. Par exemple, à Kanesatake et à Kanawake, ils ont légué 16 000 acres de terre en 1856, une réserve de chasse. Mais à Sainte-Lucie-des-Laurentides, qui était beaucoup trop loin des communautés de Kanawake et de Kanesatake, donc personne n'y allait. Et puis, donc, des squatteurs des alentours, des régions des alentours de Sainte-Lucie qui sont allés défricher des terres et tout ça. Et puis, finalement, en 1921, les Autochtones avaient plus de moyens de transport, des routes s'étant développées pour se rendre là. Et puis, curieusement, les Québécois qui avaient défriché des terres illégalement sur les terres de la Couronne ont été compensés pour leur défrichement au lieu de payer des amendes à la Couronne. Mais tout ça a été réglé finalement à la Cour avec des précédents en Ontario, des compagnies minières aussi qui avaient commencé à faire des travaux dans des réserves pas affectées par les Autochtones. Donc, ça a été un précédent, le mining, un cas, en tout cas, en Ontario, qui a eu des répercussions au Québec aussi. Les Algonquiens, eux, qui étaient là juste 2 mois par année, ils ont été envoyés à Kitiganzibi. Autrefois, Kitiganzibi s'appelait Desert River. Et puis, c'est dans les années 80 que le nom Kitiganzibi est arrivé. Aussi, quand ils ont créé les réserves, il y avait beaucoup de postes de traite de fourrure autrefois, entre autres Mastéache, précédemment nommé la Pointe Bleue, à quelques minutes de Roberval, un ancien poste de traite de la baie du Son. Quand la réserve a été créée, il y avait beaucoup d'Abénakis qui avaient été convoqués par l'État pour défricher les terres, pour développer des terrains, parce que les Inuits étaient partis 9 mois par année à chasse, et au caribou et au gibier aux alentours. Donc, ils ont engagé des Abénakis pour défricher les terres et développer des fermes pour que quand les Inuits reviennent, pour les adapter à une sédentarité puis à développer l'agriculture pour cesser le nomadisme. C'est finalement le système des écoles et des écoles résidentielles qui a sédentarisé le monde officiellement. La vallée du Saint-Laurent, c'était pas mal déjà faite, puisque l'émission était aux alentours de centres métropolitains, puis les gens économiquement avaient déjà pas mal tout développé de l'agriculture, les nations Mohawks, les Hurons, puis les Abénakis, entre autres. Pour la Côte-Nord, c'est vraiment dans les dernières réserves qui ont été créées officiellement des années 60 aux années 70, surtout. On sait que cette île, c'est environ en 1970 que ça a été élaboré, que les gens ont été rapatriés. C'était principalement tous des gens qui chassaient du nord de la Côte-Nord jusqu'au Labrador. Et puis, les mines, les déchets des mines avaient commencé à intoxiquer les rivières. C'était aussi une autre raison pour l'État de sortir les gens de la chasse perpétuelle, puis de les intégrer à une vie sédentaire. Alors, c'est pas mal comme ça que ça s'est produit du côté de la Côte-Nord. Fait qu'ensuite, vraiment, c'est les écoles résidentielles, on peut dire, qui ont complété le travail de qu'est-ce qu'était l'État qui voulait sédentariser les Autochtones en les postant dans les réserves. Le but de l'État, disons, de tuer l'Indien dans l'Indien en était à son apogée. Après ça, on a eu, bon, bien sûr, le livre blanc de M. Trudeau et de M. Chrétien qui voulaient abolir la loi sur les Indiens puis rendre les Autochtones citoyens. Mais heureusement, malgré toute cette modification de vie-là, de sédentarisation forcée dans la création des réserves, des aînés qui ont conservé la langue et la tradition, qui ont réussi à perpétuer le tout, malgré et les écoles résidentielles et les modifications des mœurs et coutumes là, de la vie nomade à la vie sédentaire. On peut voir que vraiment c'était un fardeau de l'État de s'occuper des Autochtones et puis de donner des présents et puis de conserver une relation de nation à nation. Le droit de vote obtenu uniquement en 69, mis en pratique en 76. Donc, on voit que c'était plus du tout une relation de nation à nation, mais que vraiment c'était une tutelle de l'État sur les sujets autochtones. C'est pas mal les mêmes répercussions qu'il y a eu dans le reste du Canada, mais pour le Bas-Canada spécifiquement, c'était vraiment sur les 230 000 acres là, qui ont été divisés dans les réserves qu'on connaît aujourd'hui. Alors, bonne semaine tout le monde!
Vous écoutez Kouai, bonjour. Et toute l'équipe est là, Robert Blondin ici, avec Maurice Bolduc, Louis Garon, Claire Guérin et notre chroniqueur qui est là, Éric Pouliot de Teasdale. Bonjour. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder les affiliations aux bandes des nations autochtones puis certaines complexités du registraire des bandes. Lorsqu'on parle de bandes, disons, il y a la nation Mohawk, mais il y a 3 bandes. Il y a la bande de Kanawake, de Kanesatake, puis de Akwesasne. Donc, les bandes ont été organisées par l'État canadien en associant les communautés et les memberships depuis 1851-1856, lorsqu'ils ont fait la création des réserves. Toutefois, dans certaines communautés, des gens originaires de d'autres nations ont été inclus à une bande. Comme par exemple, à Mastayache, au lac Saint-Jean, autrefois dénommé la Pointe Bleue, c'était un poste de traite de la baie du Son, où il y avait et des montagnais et des cris qui faisaient souvent affaire avec la compagnie de la baie du Son pour vendre les fourrures. Mais lorsqu'ils ont officiellement périmétré la réserve en 1856, les cris et les montagnais étaient pas mal à la chasse aux caribous et au gibier pendant environ 10 mois par année en nomadisme. Donc, ils ont fait venir les Abénakis un contrat de 10 ans pour défricher la terre, pour développer les terres de ferme et des petites maisons, pour que quand les gens vont revenir de la chasse, s'habituer à un mode de vie sédentaire dans des demeures. L'objectif d'Ottawa, c'était de diriger les gens vers l'agriculture pour les arrêter de s'en aller à la chasse et à la pêche, étant donné qu'il y avait de moins en moins de gibier comme autrefois. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que entre 1911 et 1920, tous ces Abénakis-là qui ont été contractés 10 ans par le gouvernement d'Ottawa pour défricher les terres, ont fait la requête d'être inscrits à Mastayache en tant que membre de la bande, ce qui a été refusé par les chefs montagnais. Malgré tout, Ottawa a enregistré les familles Abénakis en tant que montagnais. Et puis, c'est arrivé dans d'autres bandes aussi. La majorité des registres paroissiaux là, de 1840 à 1940, comme les recensements disponibles jusqu'en 1920 publiquement, rendaient tous les qualificatifs attribuables aux nations, c'est-à-dire on voyait montagnais, cris, Abénakis. Tout le monde avait sa nation d'indiquer sur le recensement, même s'ils étaient tous à Mastayache. Soudainement, entre 1911 et 1921, tout le monde est recensé comme montagnais. C'est Ottawa qui a décidé ça. Et ça serait probablement plus simple administrativement d'inclure tout le monde comme montagnais. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la plupart des familles qui sont uniquement montagnaises dans leur généalogie reconnaissent pas particulièrement les Abénakis. Beaucoup de ces Abénakis-là qui ont été enregistrés comme Abénakis par Ottawa, après plusieurs générations, puis les écoles résidentielles, ça l'a fait perdre beaucoup de la culture et de l'histoire aux gens. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont uniquement les ancêtres Abénakis à Mastayache et qui sont enregistrés comme des montagnais et qui ne savaient même pas. Pour vous dire comment Ottawa a pu sonner la confusion beaucoup dans le registraire des membres et tout ça, dans l'identité des gens. Donc, est-ce que c'était pour simplifier l'administration de la réserve en standardisant, en uniformisant volontairement les origines des gens? Ça reste un peu un mystère, mais ça ne présente pas beaucoup de bonne foi de la part d'Ottawa au registraire des bandes. Donc, on sait que, par exemple, à Mastayache, il y a 3-4 familles là, assez importantes qui sont là-bas, qui sont uniquement d'origine Abénaki, mais enregistrées comme montagnais. Qu'est-ce qui est intéressant? Il y a Jerry Paul, il y a environ 8 ans, qui est allé chasser près des territoires de ses ancêtres Abénaki, près de Danak, Sorel et tout ça. Il a eu 8 000 $ d'amende pour chasse dite illégale parce qu'il n'était pas sur les territoires dits traditionnels des montagnais, mais son père est Abénaki. Donc, après ces 5 à 8 années de procédure, c'était le ministère des Terres et Forêts, ils ont abandonné les charges à son égard de 8 000 $ de chasse dite illégale parce que j'avais présenté un rapport qui exposait toute l'histoire des familles Abénaki de Mastayache qui ont été enregistrées comme montagnais finalement plus tard par Ottawa. Et puis,
Les peines ont été abandonnées par l'État l'an dernier, au mois de juin. Alors, donc, c'était pas mal une victoire, malgré que c'était un abandon des procédures de la part de l'État. Mais c'était un abandon des procédures parce qu'ils savaient qu'il n'était pas vraiment en avantage de discréditer le rapport là, qui exposait vraiment clairement les mœurs et coutumes des Abénaquis. Puis, il y avait aussi des cris. Il y avait et des Abénaquis et des cris. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une des familles Abénaquis qui était enregistrée à Mastayache, qui est originaire de Boston, comme la plupart des Abénaquis dans les alentours là, des États du Nord-Est. Lui, c'était un dénommé Neptune. Et puis, il s'était installé un peu plus au nord du lac, dans un terrain de chasse, puis il a pas mal vécu là toute sa vie. Il a dû être rapatrié toutefois quand les enfants ont été envoyés à l'école et tout ça. C'est pas mal là que bien du monde qui est installé aux alentours du lac ont dû revenir s'installer un peu plus proche, là, dû aux obligations d'envoyer les enfants à l'école et tout ça. Alors donc, ça, c'était la famille Neptune. Puis la famille Neptune, eux, ils s'étaient pas vraiment impliqués dans le défrichage. Ils n'étaient pas engagés comme d'autres familles, les familles Paul et les familles Gill, à faire du défrichage pour Ottawa, pour sédentariser les montagnais. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? La majorité de ces Neptunes-là, eux, se sont mélangés avec des montagnais, comme la plupart de tous les Abénaquis, d'ailleurs. Mais on sait que ça a amené beaucoup de confusion, tout ça. Et puis, dans un journal, on voit qu'il est né à Boston. Il explique toute sa vie à leur 50e anniversaire de mariage, si je ne l'abuse. C'était dans le journal de Colomb du Saguenay, le vendredi 31 mai. Le 27 mai, c'était Noël Neptune qui avait le plaisir de célébrer son 79e anniversaire, puis il expliquait la vie de son grand-père. Lui qui était né, son père qui était né à Boston, puis l'histoire de son grand-père et de sa famille et tout ça. Alors, c'est très intéressant. Beaucoup des archives de journaux à travers BANQ. Donc, la victoire du Montagnais, dont le père était Abénaquis à Mastayache, c'était le 21 mai 2020 que ça s'est produit. C'était Jerry Paul contre les Terres et Forêts. Et puis, les mêmes choses se sont produites aussi. Il y a quand même un bon bout de temps, quand ils ont fait le développement de la baie James, il y a certains cris qui se sont dissociés littéralement de l'entente avec la baie James et tout ça, et puis qui se sont établis près des réserves algonquines, près de Val-d'Or et de Picogan et tout ça. Alors ça aussi, ça a créé certaines confusions parce qu'ils ont dû s'enregistrer aux bandes près de Val-d'Or en tant qu'Algonquiens. Donc, s'ils ne créaient pas une nouvelle bande, ça créait un autre désastre identitaire. Donc, se faire enregistrer par l'État à une autre bande qui ne nous appartient pas. Donc, c'était vraiment ça un grand problème. C'est qu'on est supposé d'avoir développé une relation de nation à nation, mais c'est tout de même l'administration d'Ottawa qui décide du sort de qui va être enregistré où et quand, et sous quelle appellation et sous quelle définition de nation. Alors donc, c'est là qu'on voit encore le patriarcat de l'État qui vient créer un certain problème sur le membership des membres aux communautés autochtones. Donc, c'est le grand problème du paternalisme de l'État sur les Autochtones quant au registre des membres. C'était la chronique.